Bienvenue au cœur de l'art, des conversations sincères, toniques et joyeuses, à deux ou plus, qui stimuleront votre créativité et vous donneront envie de mettre plus d'art dans votre vie. Avec moi, Sabina Pinzan. Et moi, Gwenaëlle Perron. Et nous sommes toutes les deux des artistes basés en Bretagne. Alors aujourd'hui, on a voulu parler du beau dans l'art. Est-ce que l'art doit être beau ? Et j'ai suggéré ce thème à Gwenaëlle parce que lorsque j'ai fait ma dernière exposition, j'ai eu des personnes qui sont venues me voir et notamment une personne qui m'a dit « J'aime beaucoup ce que vous faites, c'est très beau ». Et ensuite elle m'a dit, parce que vous savez, ça fait du bien de voir du beau, parce que dernièrement je suis allée voir une expo pas loin de Lyon. C'était un groupe d'artistes qui exposait et c'est le thème de l'exposition, c'était un peu une dénonciation de ce qui se passe par rapport à l'environnement, donc le dérèglement climatique et tout ça. Et elle m'a dit, voilà, je suis allée voir cette expo et j'ai trouvé très difficile de voir cette expo, j'ai trouvé que c'était moche et je suis sortie de l'expo complètement vidée et ça ne m'a pas plu du tout. Donc ça me ressource maintenant de voir autre chose. Et donc je me suis posé la question, en fait, est-ce que ces œuvres étaient vraiment moches ou est-ce qu'elles étaient belles, mais du fait qu'elles traitaient un sujet qui est difficile, du coup ça change le regard des gens et leur appréciation. Donc voilà, je t'ai proposé de parler de ce sujet. Alors quand on se pose la question, l'art doit-il être beau ? La première question qui vient à l'esprit, c'est quoi la beauté ? Oui. Par rapport au choix du sujet, moi, ce que je voulais dire aussi, c'était qu'il y a beaucoup d'artistes, et notamment débutants, qui sont obsédés par le fait de faire quelque chose de beau, en fait. Et ils ne peuvent progresser qu'à partir du moment où ils vont s'autoriser à faire du moche. Voilà, parce que sinon, c'est quelque chose de très stressant et de bloquant, en fait, de se mettre l'obligation de faire du beau. Et puis on est dans une société quand même qui est très tournée vers l'esthétique. On a quand même dans les réseaux sociaux des choses qui sont très léchées, qui sont toujours très abouties, tu sais. On peut retoucher le réel avec des filtres, avec Photoshop, avec des choses comme ça. Et donc je pense que ça fait bouger aussi nos lignes par rapport à la beauté. Donc c'est important de parler de ça aussi. Et donc effectivement, première chose à faire, c'est de définir ce qu'est cette beauté, si tant est qu'on puisse le faire, hein, en fait, parce que j'ai regardé dans le dictionnaire et le Robert propose qui fait éprouver une émotion esthétique qui plaît à l'œil. Alors c'est pas forcément à l'œil aussi, parce que c'est aussi quelque chose de beau, peut-être aussi au niveau auditif. Bien sûr. Voilà, mais donc ça c'était un peu la définition. Donc qui fait éprouver une émotion esthétique. Donc dans ça il y a esthétique. Et du coup je me suis renseignée un peu sur d'où vient ce terme esthétique. Et en fait ce terme a été introduit en 1750 par Baumgarten, qui était un philosophe allemand. C'est lui qui a écrit un long bouquin sur le thème et notamment par rapport à l'art. Et suite à ce bouquin, il y a eu d'autres philosophes comme Kant et puis après d'autres philosophes plus contemporains qui ont continué à débattre sur ce sujet, qu'est-ce qui est le beau ? Et Immanuel Kant, donc, qui a vécu au XVIIIe siècle, il dit quelque chose d'intéressant. Il dit « La problématique centrale de sa théorie de beau n'est donc pas qu'est-ce qui est beau ou qu'est-ce qui ne l'est pas, mais bien que se passe-t-il quand je dis que quelque chose est beau ?» Donc en fait, lui a été peut-être un des premiers à dire que un objet, quelque chose n'est pas intrinsèquement beau. C'est pas une propriété. On peut être grand, petit, lourd, léger. Voilà, ça c'est des propriétés qu'on peut mesurer. Mais la beauté reste quelque chose de très subjectif. C'est celui qui regarde qui va répondre en disant c'est beau. Et lui va plus loin en disant en fait quand on trouve quelque chose de beau, il n'y a pas d'intérêt derrière, c'est juste une réaction instinctive et il n'y a pas d'enjeu. Donc c'est vraiment
il n'y a pas moyen non plus de peut-être de le quantifier ou de le décrire. C'est juste que quand on le regarde, bah, ça nous fait du bien quelque part. Oui, souvent quand les gens disent c'est beau, c'est que ça leur plaît. Et quand ils disent c'est pas beau, c'est que ça leur plaît pas. Ouais. Mais c'est vrai que, comme avec la personne qui t'a dit ça, ça vaudrait peut-être le coup de creuser en leur demandant pourquoi vous trouvez ça beau, d'essayer d'expliquer, d'aller un peu plus loin. Est-ce que c'est les couleurs? Est-ce que c'est l'agencement des formes? Est-ce que c'est ce qui émane du tableau? Est-ce que c'est le sujet du tableau, tu vois? C'est vrai qu'on pourrait essayer d'aller un petit peu plus loin par rapport à ça, mais c'est dommage que on en reste souvent là, en fait. Quand tu exposes et que les gens viennent voir, voilà, ils aiment ou ils n'aiment pas, c'est beau ou c'est pas beau, et on en reste là, et on va pas forcément beaucoup plus loin pour essayer de savoir quelle émotion ça provoque, ce que ce mot de beau peut recouvrer, en fait. Oui, le pourquoi il trouve beau. Et c'est vrai que la beauté peut prendre plusieurs formes. Ça peut être une beauté rassurante, une beauté troublante, envoûtante ou mélancolique. Et voilà, ça peut déclencher toutes sortes d'émotions en fait. Ouais. Je pense que la beauté, enfin, le fait de apprécier quelque chose au point de dire que c'est beau, ça veut dire que quelque part ça nous touche au niveau émotionnel. Il y a quelque chose qui se passe à ce niveau-là. Et ça peut être lié à des souvenirs, ça peut être lié à une ambiance. Oui, à la culture dans laquelle on a baigné, on Aussi, est habitué à certaines proportions, à certaines formes. Si tu regardes par exemple le corps des femmes, comment sa beauté a été évaluée au fil des siècles, tu vois que ça a beaucoup changé en fait. Avant, on aimait les femmes plantureuses, et puis dans les années 60-70, on aimait les brins de filles, là, toutes maigres, toutes plates, voilà. Et puis aujourd'hui, c'est encore autre chose. Et donc, tu vois qu'en fait, ce qu'on qualifie de beauté, c'est vraiment très subjectif en fait, et c'est lié à une époque, à une culture, à une certaine façon d'envisager les choses, quoi. Ce qui va être beau, par exemple, dans une maison, dans la décoration, ça va pas être la même chose dans les années 70 Non, c'est clair. Et aujourd'hui, et aujourd'hui, tu vois, voilà, il y a des moments où on va aimer les couleurs neutres, très calmes, très posées, et puis il y a d'autres moments, voilà, on veut de la couleur, on veut que ça jaillisse dans tous les sens. Donc c'est vrai que la beauté là-dessus, c'est très subjectif. Et puis il y a ce qu'on appelle la beauté artistique et la beauté naturelle. Tu peux être dans un paysage et le trouver très beau. Mais ça, c'est une beauté qui peut avoir été touchée par l'homme, bien évidemment, mais c'est différent de la beauté artistique qui est vraiment un produit de l'esprit, en fin de compte, qui est vraiment, que ce soit dans la musique ou dans la littérature ou dans la peinture, c'est vraiment une création, alors qu'un paysage ou une fleur ou quelque chose qui te touche, de la même façon, ça va être quelque chose qui est naturel, c'est pas tout à fait la même nature. Et toi, alors, dans ta pratique artistique, la beauté, elle prend quelle place? Je suis pas sûre que je recherche délibérément le beau, en fait. Je me suis posé la question quand tu m'as proposé le sujet. Et je cherche pas le moche non plus, d'ailleurs. Même si des fois j'y arrive sans le vouloir. Et en fait, ce qui m'intéresse dans la création, c'est plutôt le défi, le challenge qui va surgir, tu vois, d'une situation qui se produit sur la toile, et comment je vais faire quelque chose à partir de ça, en fait. Et quand je regarde des œuvres, j'aime bien aussi être surprise ou être, comment dire, un peu déstabilisée dans mes certitudes, tu vois. Et donc, je suis plus à la recherche de l'émotion que ça va faire naître en moi, que de la beauté, en fin de compte. Dans ce que je fais, ouais, voilà, j'ai envie que ça intrigue, j'ai envie que les gens se disent, bah tiens, qu'est-ce qui se cache derrière ça, qu'est-ce qu'elle a voulu dire. Et ça a toujours été comme ça, même au début, quand tu as commencé à peindre? J'étais peut-être plus préoccupée, ouais, de beauté au début, mais non, c'est venu très vite, cette idée voilà, de faire quelque chose d'un peu qui part dans tous les sens, de chaotique, et puis de faire quelque chose à partir de ça.
Tu as toujours peint de manière abstraite ou quand tu as commencé, c'était plus figuratif? Quand j'ai commencé, c'était plus figuratif, mais alors si on veut être dans le beau, oui, on va remonter aux années lycée, quand je faisais des portraits et des choses comme ça, tu vois. Ouais. Et là, c'était pas forcément beau non plus, l'idée c'était que ça soit ressemblant, mais effectivement, comme je m'inspirais de photos de magazines ou de choses comme ça pouvait être beau. Euh, non, vraiment, j'ai pas l'impression que la beauté, ça soit quelque chose de. Mais après, si tu veux, j'aime que ce soit équilibré, j'aime qu'il y ait une forme d'harmonie, j'aime qu'il y ait quelque chose qui se dégage comme ça, mais je suis pas sûre que ce soit la beauté. Et toi? Bah, étonnamment, quand j'ai commencé à peindre, c'était vraiment pas du tout mon but que ça soit beau. J'avais vraiment une envie profonde d'exprimer quelque chose. Et c'était vraiment dès le début très important pour moi d'illustrer un thème ou développer quelque chose qui venait de l'intérieur. Donc c'était pas mon souci n'était pas d'aboutir à quelque chose que je trouverais beau au final. Après, j'ai évolué dans ma pratique. Aujourd'hui, enfin, quand j'ai commencé, je faisais beaucoup de figuratifs, mais j'aimais beaucoup peindre et dessiner les femmes. Alors, je me suis posé la question si j'avais pas été aussi influencée par tout l'art que j'ai vu à travers toute ma vie, les bouquins d'art, d'histoire de l'art, où tu vois souvent des nus de femmes. Voilà, donc j'étais vraiment orientée dans cette direction-là. Et petit à petit, je me suis éloignée de ça. Aujourd'hui, je suis plus dans paysage réel ou imaginaire. Et aujourd'hui, je cherche une ambiance. Aujourd'hui, j'ai envie me créer mon monde à moi et de le partager. Maintenant, est-ce que la beauté est un but? Non. Cependant, euh, quand je finis une œuvre, je me pose la question toujours, est-ce que c'est quelque chose que je pourrais accrocher chez moi? Est-ce que je le verrais accroché dans mon salon ou ma salle à manger? Est-ce que j'aurais du plaisir à la regarder, cette œuvre? Et si la réponse est non, je sais qu'il faut que je continue à travailler dessus. Ouais. Mais après, c'est pas du beau, mais c'est juste est-ce que je peux coexister avec cette œuvre et la voir tous les jours. Donc je change souvent les tableaux chez moi justement pour voir si je peux continuer à coexister avec mais c'est pas dans le sens du beau. Après, euh, peindre quelque chose d'harmonieux au niveau des couleurs, au niveau des formes, c'est important pour moi. Alors peut-être que oui, peut-être qu'il y a quelque part, il y a ce besoin de produire quelque chose qui est plaisant, voilà. Mais euh, quand cette femme, donc lors de ma dernière exposition, m'a dit c'est beau ce que vous faites, on a échangé assez longuement et puis je lui dis mais qu'est-ce que vous trouvez beau? Parce que de dire c'est beau, comme tu disais, c'est un peu comme dire bah, il est gentil ou elle est gentille, bah, ça veut dire tout et n'importe quoi, ça n'exprime pas vraiment. Donc pour moi c'est important ici et quand les gens me disent bah, en fait parce que je retrouve de la poésie, j'aime vos choix de couleurs, voilà, du coup je me dis ça y est, j'ai atteint mon objectif. Ou alors ils me disent j'aime l'ambiance et puis là c'est vraiment, si je sais que j'ai bien ciblé, voilà, mais voilà, donc dans ma pratique non c'est pas un but. Après dans l'art que j'apprécie, je suis un peu comme toi, j'aime bien les choses qui vont un peu me déstabiliser, tu vois, quelque chose qui va me surprendre. Oui, c'est ça. Et comme je suis pas fixée sur quelque chose, sur une époque ou sur un style de peinture, j'aime tout, quoi. J'aime l'abstrait, j'aime le figuratif, j'aime la sculpture, enfin voilà, j'ai pas de goût particulier et c'est pas forcément le beau, mais ouais, c'est l'effet surprise et l'ambiance aussi. Vu que c'est quelque chose qui est important pour moi, je la recherche aussi chez les autres artistes pour m'en inspirer, mais aussi parce que c'est quelque chose qui me plaît, quoi. J'aime bien pouvoir m'évader. Voilà.
Ouais, en discutant, tu vois, je me dis, est-ce qu'en Occident, on n'a pas une définition trop restrictive de la beauté qu'on amalgame à une forme de perfection, en fait? Parce que si tu regardes dans la culture japonaise, il y a ce qui s'appelle le wabi-sabi, qui est la beauté dans l'imperfection, justement. Et je pense qu'on peut, en cherchant un peu, trouver de la beauté hors de la perfection. On peut trouver de la beauté dans l'imperfection, justement. On peut trouver de la beauté dans l'énergie qui va être dégagée par une toile, par exemple, qui va pas être spécialement belle esthétiquement, mais il va y avoir tellement de force dedans qu'on ne peut être que touché, quoi, tu vois, on peut être que frappé par ça. Ça peut être par la force qui en sort, ou ça peut être par la vulnérabilité aussi. Tu peux lire des textes où l'auteur va vraiment se mettre à nu, et sa prose sera peut-être pas à la hauteur ou peut-être pas parfaite, mais il y aura tellement d'émotions, il y aura tellement de beauté dans ce qui sera dit et partagé que tu ne peux être que touché aussi, tu vois. Comme tu le disais, ça peut être la poésie aussi. Toi, tu veux créer une ambiance, quelque chose qui se rapproche de la poésie. Donc, la poésie, c'est pas forcément beau. Quelquefois, c'est très hermétique, tu comprends même rien, mais tu es quand même touché, tu trouves ça quand même très très ça te prend aux tripes, tu vois, ça t'intrigue, ça te passionne. Et puis on peut aussi trouver de la beauté dans l'inachevé. On a tous expérimenté ça, soit en le faisant, soit en envoyant des croquis, des dessins où en quelques traits quelque chose est suggéré et on trouve de la beauté là-dedans. Ouais. Et pourtant c'est pas du tout abouti, c'est pas fini, il y a peut-être que la moitié d'un visage qui a été évoqué, tu vois, et on trouve ça beau quand même. Donc je pense qu'il faut peut-être élargir le concept de beauté aussi, ou alors lui trouver un autre mot. Mais je pense que dans d'autres cultures, la beauté peut prendre plein d'autres visages que cette perfection après laquelle on court en Occident tout le temps, dans nos vies, dans ce qu'on crée, dans tout en fin de compte. Hein. Ouais. On est un peu obsédé par la perfection. Et je crois qu'il faut sortir un peu de ça, en fait. Et en t'écoutant, je pensais, réfléchissais aussi par rapport à certaines peintures que j'ai vendues, qui sortent un peu de ma démarche habituelle. Alors je disais, voilà, j'aime bien créer des ambiances, des paysages imaginaires et tout ça, mais il y a aussi, parfois je peins aussi des choses qui me touchent parce que je les trouve effrayantes ou qui me révoltent. Et je pense à une des peintures que j'ai vendues récemment, qui s'appelle La baie en verre. Et en fait, j'ai voulu dénoncer sur cette peinture le fait qu'on a les algues vertes ici dans la baie de Douarnenez. Et voilà, j'ai fait ce paysage en fait qui est très vert. Hein. Voilà, la baie inondée de verdure, voilà, de laitue verte. Et je la trouvais pas particulièrement belle, justement, cette peinture, mais je trouvais qu'elle elle correspondait bien à ce que j'avais envie d'exprimer. Et ben, les gens qui ont acheté cette peinture, ils se sont pas du tout attardés ni sur le titre de l'œuvre, ni sur le pourquoi. Enfin, ils m'ont posé aucune question, mais ils l'ont trouvée belle et ils l'ont achetée. Donc, tu vois, c'est assez étonnant. Puis une autre peinture aussi qui est partie au même moment, j'avais fait une petite peinture sur les blocos qu'on trouve sur la plage de la Torche ici. Et alors ces blocos qui s'enfoncent dans le sable et qui au fil du temps commencent à disparaître. Et je trouve effrayant de voir que pendant la Deuxième Guerre mondiale, les Allemands aient construit ces monstres et qu'ils sont toujours là et ils défigurent quelque part aussi un peu le paysage. Donc j'en avais fait une peinture. Et là, pareil, c'est un couple qui m'a acheté la peinture et ils ne se sont pas du tout attardés trop au sujet. Ils ont flashé dessus et ils ont trouvé... voilà, ils ont eu coup de cœur immédiat, ils m'ont dit on aime beaucoup, c'est très beau. Voilà, tu vois, c'est étonnant, hein, comme quoi, même des fois, t'es pas dans une démarche de faire du beau, quelqu'un va finir par trouver que c'est beau. Voilà, c'est ça qui est étonnant. Et par rapport à ce que tu disais au début, cette personne qui a vu cette expo qui lui a pas plu, elle a trouvé ça moche, on pourrait se poser la question aussi de savoir, est-ce qu'on peut dénoncer quelque chose à travers son art ? Est-ce que si on fait du beau en voulant dénoncer quelque chose, on atteint sa cible, ou est-ce qu'il faut systématiquement faire quelque chose qui va être choquant, moche, effrayant pour faire passer le message, tu vois, je sais pas. Mais c'est vrai que l'art, je pense, pendant un certain temps, avait quand même, pas toujours, mais en partie comme but
de transmettre une certaine forme de beauté. Et peut-être que la guerre, notamment la Première Guerre mondiale, et puis l'introduction de la photo, ont peut-être bouleversé ça aussi, et la conception qu'on avait de l'art, parce que c'est vrai que tu vas voir dans les musées, avant, c'était très réaliste, en fait, on essayait vraiment de rendre le réel, et puis au début du XXe siècle, ça a complètement changé, et je pense que la guerre a quand même bien bouleversé nos valeurs et fait changer tout ça, et donc peu à peu l'art est devenu une zone d'expérimentation en fait, et on est sorti de cet art relié au beau pour aller vers un art qui est une expression de soi, qui est une démarche, qui est pour dénoncer quelquefois certaines choses, et ça a vraiment changé. Ouais, et ça me fait penser à Picasso notamment. Je pense que lui c'est vraiment un exemple très représentatif de ça, hein. Si tu regardes ses premières œuvres, donc quand il était très jeune, en fait, il peignait des très beaux portraits, des beaux paysages. Enfin, c'était très beau, entre guillemets, ce qu'il faisait. Et au fil du temps, son art a beaucoup évolué avec le cubisme au début des années 1900. Il est parti complètement dans une autre direction. Puis la guerre aussi a influencé son art, donc le fameux tableau Guernica. Oui. Quelque part c'est un peu monstrueux ce tableau, mais aujourd'hui c'est applaudi, c'est reconnu, c'est apprécié. Oui, complètement. Ouais, Après, ouais. est-ce qu'on peut dire que c'est beau? Je sais pas, ça reste une évaluation subjective, mais voilà, pour dire qu'en fait, au fil du temps, un artiste peut aussi changer son approche et ne plus vouloir faire quelque chose de conventionnel. C'est ça, oui. Et d'exprimer plutôt quelque chose d'une autre manière et s'éloigner un peu de ce qui sont habituellement les critères du beau. Oui, et puis avec la société qui évolue, les matériaux qui changent aussi, peu à peu, on a vu des artistes s'emparer donc de nouveaux matériaux, du plastique, de choses comme ça. Aujourd'hui, il y a des artistes, notamment des artistes africains, qui utilisent des matériaux de recyclage, et notamment du plastique, des bidons, des tas de trucs qu'ils trouvent, pour créer justement des œuvres. Et ça peut être très beau, tu vois, donc c'est toujours ambivalent tout ça. On a aussi vu apparaître comment ça s'appelle, des happenings, des performances, tu vois, l'art sous forme de mise en situation, ou de jeu sur le corps. Enfin, il y a eu des choses vraiment très particulières. L'art digital s'est développé aussi. Aujourd'hui, c'est l'intelligence artificielle qui peut proposer aussi des choses. Donc on voit vraiment qu'il y a une évolution de tout ça, et de la conception du beau ou de l'art, en tout cas, les deux vont ensemble, mais ça change pas mal. C'est vrai que le 20e et 21e siècle ont engendré pas mal de transformations à ce niveau-là. Ce que je voulais dire aussi, c'est que la beauté et la fréquentation de l'art, on va dire, c'est aussi une question de culture et d'accoutumance. Moi, je sais par exemple qu'il y a des morceaux de jazz que je ne vais pas forcément aimer à la première écoute. Et puis, comme je suis un peu maso, je les réécoute. Et le fait de les réécouter, mon oreille s'habitue, elle est moins choquée, et je vais mieux percevoir, tu vois, des choses que je n'avais pas entendues, ou des choses intéressantes. Je pense que dans la peinture abstraite, c'est la même chose. Il y a des fois des œuvres, tu les vois la première fois, tu restes un peu en dehors, tu es un peu hermétique, et puis il suffit que tu t'intéresses à l'artiste, que tu comprennes sa démarche, que je sais pas, quelqu'un te parle de je sais pas quoi, et tout d'un coup l'œuvre va faire un peu plus de sens, et du coup tu vas y trouver plus d'intérêt aussi, alors pas forcément de la beauté, mais de l'intérêt. Et puis je te disais aussi, dans la poésie, il peut se passer exactement la même chose aussi, hein. Il y a des choses où tu es un peu hermétique aussi, et puis peu à peu tu vas rentrer dedans. Donc c'est vrai qu'être dans le beau, pas beau, c'est vraiment la première barrière, on va dire, mais il faut savoir aller au-delà de ce beau, pas beau, et peut-être trouver, comme les Japonais, la beauté dans l'imperfection, ou la beauté dans l'inattendu, dans la surprise, dans la nouveauté aussi. Il y a, je pense, une vraie
une vraie démarche par rapport à ça à effectuer. Et moi, je pense que le beau, c'est pas forcément le but de l'art, en fait. Comme tu le disais tout à l'heure, c'est créer une ambiance, c'est créer une atmosphère, c'est exprimer quelque chose qu'on a en soi. Et cette chose qu'on a en soi, elle peut prendre un beau visage ou pas. Et que l'idée, c'est quand même d'entamer un dialogue, en fait. Quand tu crées, je crois que tu as envie d'entrer en relation avec ceux qui vont voir ou qui vont écouter ou qui vont lire. Et tu as envie d'instaurer cet échange-là, en fait. Et c'est ça qui est... Pour moi, c'est ça le but de l'art, en fait. Je sais pas ce que tu en penses. Oui, absolument. Et puis, j'étais juste en train de réfléchir à ce que tu disais tout à l'heure. Je pense que tu as touché un point qui est vraiment très important. C'est qu'à partir du moment où on a une explication, quelqu'un nous présente une œuvre et puis qu'elle nous explique ce qu'elle a voulu faire avec cette œuvre, notre perception et donc notre appréciation de si c'est beau ou pas va aussi être influencée. Et c'est notamment par rapport à l'art abstrait, comme on en avait déjà parlé, comme quoi moi j'étais un peu hermétique à l'art abstrait au départ, puis après je me suis intéressée, j'ai lu sur l'art abstrait, sur l'histoire de l'art, et j'ai essayé de comprendre aussi ce que les artistes voulaient exprimer, parce que c'est difficile de s'approprier quelque chose qui est abstrait. Moi j'avais cette difficulté-là. Mais à partir du moment où j'ai commencé à comprendre la démarche, j'ai pu commencer à apprécier. Tout comme tu disais avec les morceaux de musique jazz qui peuvent au départ ne pas te plaire, mais après, en réécoutant... voilà, donc c'est vrai, ça s'apprivoise aussi une œuvre, je trouve. Et, oui, complètement, c'est ça, il faut vraiment entrer dedans. Et puis de la même manière, tu vas écouter du Mozart, il y a beaucoup de gens qui aiment Mozart, et puis il y a des gens qui n'aiment pas, alors que c'est très beau, tu vois. Donc voilà, tout ça, c'est vraiment flottant, subjectif, sujet à interprétation, enfin c'est vraiment quelque chose... Mais c'est important, je pense, d'y réfléchir et de se demander quelle est ma relation au beau. Est-ce que je suis plus sensible à certains types d'œuvres, tu vois ? Est-ce que j'ai envie d'en savoir plus ? Est-ce que ça me rend curieux, par exemple ? Est-ce que si j'aime pas quelque chose, j'ai envie de savoir davantage ? Est-ce que je me dis, bah tiens, c'est bizarre, pourquoi ça me provoque cette réaction aussi, de rejet, de dégoût donc et vraiment, je pense que l'art, c'est ça, c'est vraiment... provoquer une réaction chez l'autre, entamer un dialogue, le rendre curieux, lui donner envie d'en savoir plus. Moi, c'est vraiment comme ça que je vois la création sous toutes ses formes. En fait. Et après, je pensais aussi qu'en tant que personne qui va voir une expo, qui découvre l'œuvre d'un ou plusieurs artistes, ça dépend un peu de la démarche de cette personne. C'est-à-dire que si tu vas voir une exposition dans le but éventuellement d'acheter une œuvre, de la ramener chez toi, je ne sais pas si ton œil, ton regard va être différent que si tu vas voir une exposition juste pour vivre une expérience, tu vois. Et donc si tu veux acheter quelque chose que tu vas ramener chez toi, peut-être que tu seras plus dans une démarche de chercher du beau. Tu vois, ça va être plus difficile de placer quelque chose que tu ne trouves pas beau dans la maison et, comme je disais tout à l'heure, cohabiter avec cette œuvre que tu vas voir tous les jours. Donc il y a aussi ça, je pense, du point de vue pas de l'artiste, mais vraiment du spectateur, de la personne, c'est comment elle approche l'art. Et donc à quel moment la beauté devient importante. Oui, c'est sûr. Alors, effectivement, je pense que tu vas voir une expo pour vivre une expérience, et pendant cette expo, tu peux être frappé par une œuvre ou par plusieurs, mais en général, il y a quelque chose qui retient vraiment ton regard. Et effectivement, tu peux avoir envie de l'acheter à ce moment-là, de te l'approprier, parce que ça aura engendré chez toi une réaction tellement vive et tellement forte que tu auras envie de la conserver en fin de compte et de la reproduire à chaque fois que tu vas voir ce tableau. Mais je pense effectivement que spontanément on achète ce qui nous plaît plutôt que ce qui nous plaît pas. Mais il y a peut-être des gens qui achètent des choses justement qui les révulsent. Je sais pas, moi je pense que j'aurais du mal.
Je sais qu'après, moi, je l'ai bien vu, hein, les clients, tu as des clients qui viennent et qui te disent je veux cette œuvre-là parce qu'elle a telle couleur et ça va bien avec la couleur des canapés. Voilà, il y a ça, donc ils s'arrêtent à une évaluation esthétique de l'œuvre et leur seul but c'est de faire en sorte que cette œuvre elle coexiste avec d'autres Oui, objets. c'est ça, ça devient un objet de décoration, c'est pas un objet Exactement. artistique en fin de Ouais, compte. Ouais, ouais. ouais. Mais après, oui, je sais pas si c'est possible d'acheter quelque chose que a priori tu trouves pas beau et de le mettre chez toi. Je sais pas si c'est possible. Bah écoute, ce sera l'objet de un prochain podcast. Ouais, peut-être. Donc nous voilà arrivés à la fin de ce sujet. On a exprimé aujourd'hui ce qu'on avait envie d'exprimer. Je pense qu'on a aussi soulevé des questions en traitant ce sujet. Et j'espère que ça va donner des idées à tout le monde. Oui, 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 il ne faudra pas hésiter à commenter sur tout Ouais. ce qu'on a dit, à donner Oui, votre bien avis. sûr. Ouais. Donc l'art doit-il être beau? Est-ce qu'on a donné une réponse? C'est toujours la question qu'on se pose à la fin de notre podcast. Eh bien, À vous de juger. Hein. voilà. Et on va s'arrêter là sur ça. Et pour terminer, on va peut-être un peu parler de ce qu'on a fait récemment. Et toi, Gwenal, donc tu étais partie en vacances en Espagne. Oui, moi je suis partie en vacances à Malaga, qui est la ville natale de Pablo Picasso. Et donc j'ai eu l'occasion c'est une ville qui a beaucoup de musées en fait. Hein. Il y a donc un musée sur l'œuvre de Picasso. Il y a le musée Carmen Thyssen qui rassemble pas mal d'œuvres d'artistes espagnols. Il y a une émanation du centre Pompidou que j'ai pas été voir, mais il y a un musée d'art contemporain. Enfin, il y a vraiment beaucoup de musées. Je crois qu'il y en a une trentaine en tout. C'est énorme. Hein. Wow. Ouais. Et donc, pendant que j'étais là-bas, j'ai été en voir deux. J'ai été voir le musée Carmen Thyssen, donc ses œuvres d'artistes espagnols, et j'ai trouvé ça vraiment très intéressant. T'as trouvé ça beau? J'ai trouvé ça intéressant. Et puis le musée Picasso, justement, qu'on a évoqué à l'occasion de notre podcast à l'instant. Et je voulais justement parler un peu de ça parce que je ne suis pas une grande fan de Picasso, en fait. Je trouve que, bon, évidemment, c'est un artiste incontournable. Sa démarche est intéressante. J'ai eu l'impression, alors je suis peut-être complètement dans le faux, hein, mais bon, tant pis, je prends le risque. J'ai eu l'impression, en regardant ses œuvres, en fait, j'ai eu deux impressions. J'ai eu l'impression, d'une part, d'une très grande liberté. C'est-à-dire que on sent qu'il a vraiment suivi ce qu'il avait envie de faire. Et peu importe le regard des gens, et peu importe ce que la société allait en penser, au point de quelquefois avoir des œuvres qui paraissent vraiment totalement inabouties, c'est-à-dire que tu as vraiment l'impression qu'il y a une couche de peinture, qu'il a dessiné des trucs grossièrement, les bords sont même pas finis et tout, donc t'as vraiment l'impression qu'il se dit mais je m'en fous, quoi, j'en ai rien à faire. Et la deuxième impression que j'ai eue, c'est que au début, il était dans une démarche créative, donc dans un processus qui lui a permis d'arriver au cubisme. Mais j'ai eu l'impression que la notoriété aidant, si tu veux, j'ai eu l'impression qu'il restait un peu dans ce qu'il avait commencé à faire, que ça s'arrêtait à un certain moment, sa recherche s'arrêtait et qu'il savait qu'il était apprécié pour ça, que ses toiles se vendaient pour ça. Et t'as un peu l'impression que voilà, il bâchait son truc vite fait, et puis ça devait partir, ça devait se vendre comme des petits pains. Et c'est vraiment l'impression que j'ai eue que c'était des toiles qui étaient vraiment faites en 2 temps, 3 mouvements, quoi. Tu vois, paf, 2 gros coups de pinceau, 2 machins, 2 trucs. Alors j'exagère complètement peut-être, hein, j'en sais rien du tout, mais c'est l'impression que j'ai eue en regardant en fait. Ouais, c'est pour ça que tout à l'heure j'ai évoqué Picasso parce que effectivement au départ moi aussi j'étais pas très sensible aux œuvres de Picasso, mais c'est parce que je crois que j'avais vu principalement ses dernières œuvres, tu vois, justement dans le cubisme. Et quand j'ai vu de nombreux reportages sur lui, des documentaires, et j'ai lu et j'ai vu des expos. Et quand j'ai découvert ses œuvres plus anciennes, celles qu'il avait faites quand il était plus jeune, j'ai réalisé que c'était vraiment un grand artiste. Il avait un talent extraordinaire. Et ce qu'il a fait au début de sa carrière, je trouve beaucoup plus beau. Enfin, c'est quelque chose qui me touche plus que ce qu'il a fait dans les dernières années de sa vie. Donc c'est
Oui, il a vraiment changé de style complètement. Oui, puis c'est quelqu'un qui laisse pas indifférent, qui a vraiment eu une trajectoire incroyable, quoi, en fait, et qui, humainement, était aussi très particulier, Ouais. qui n'était pas forcément quelqu'un qu'on avait envie de fréquenter. Non, mais c'est vrai qu'il y avait quand même un ego surdimensionné, et c'est pour ça que j'ai eu cette impression-là dans ces toiles. Si tu veux, t'as l'impression qu'au bout d'un moment, il s'est dit, bon, de toute façon, même si je fais n'importe quoi sur du papier ou sur une toile, ça va partir, quoi. Ouais. Et donc, allons-y. Moi, j'ai vraiment eu cette impression-là. Moi aussi, j'ai eu Sauf cette impression. peut-être les toutes dernières toiles où là on voit qu'il revient et c'est vrai que la mise en scène des toiles dans ce musée Picasso à Malaga est bien faite parce que c'est plus thématique que chronologique, donc il y a association de choses qui sont pas faites en même temps pour voir justement l'écart quelquefois ou Ouais. comment la continuité. Et à la fin de sa vie, il est revenu vers l'Espagne, il est revenu vers les thèmes de la vie en Espagne, en fait. Et c'est peut-être ce que j'ai apprécié le plus. D'accord. On sent un peu l'artiste vieillissant qui sait qu'il est à la fin de sa vie et qui se reconnecte un peu à ce qu'était sa culture de base, à son pays, à ses origines, tu vois, avec une forme d'émotion, en fait, qui était un peu absente dans le reste, dans une partie de ses œuvres, en tout cas. Mais c'était vraiment très intéressant. Et le musée Carmen Thyssen, donc là, c'est des artistes espagnols. Et c'est vraiment intéressant aussi de voir comment la vie au 18-19e siècle est dépeinte, en fait. Et tu vois la différence par rapport à la France, par exemple. Tu as beaucoup de scènes de danse. Ouais. Dans la peinture en France, t'as pas beaucoup de scènes de danse en fait. Hein. Pas beaucoup, quelques-unes. Tu as le fait que les maisons aussi sont souvent construites autour de patios, et donc ces patios sont peints avec des plantes, avec une exubérance de plantes, et des personnes qui sont là pour se retrouver, pour discuter, assises sur des chaises, ou pour danser, ou pour chanter. Donc ça montre bien certaines différences culturelles. Ouais. Et puis il y avait des très belles toiles. Il y en avait une qui représentait un patio avec des plantes qui était vraiment très très réussie. Une autre, c'était des bateaux de pêche avec les voiles qui étaient gonflées par le vent. Et dans le fond du tableau, on aurait dit que ces voiles se détachaient un peu. Ça devenait presque abstrait, si tu veux, des taches de couleurs mélangées. Et c'était vraiment très très chouette. Et c'est pareil, il y avait une belle progression aussi dans tout ça. Mais oui, c'était vraiment intéressant. Et je pense que j'aurais envie de retourner là-bas pour voir les autres musées, tu vois, les autres œuvres. Oui, il y a vraiment de quoi faire. Et c'est vrai que c'est une ville qui a opéré un peu un rétablissement, on va dire, parce qu'ils avaient un peu mauvaise réputation. C'était le sud, il y avait beaucoup de drogue, il y avait des choses comme ça. Puis la ville était dans un peut-être pas bien géré, j'en sais rien. Et donc, il y a eu des décisions politiques qui ont été prises pour créer tous ces lieux culturels, pour rendre le centre de la ville piétonnier. Donc, c'est très agréable de s'y balader aussi. Et puis, architecturalement, il y a des très belles maisons. Donc, tout ça, ça rend les choses intéressantes. Et puis, ils ont quand même la chance d'avoir une côte qui est longue, comme je sais pas, qui fait des dizaines de kilomètres, avec des plages et énormes. Une météo à faire rêver. Des petites bretonnes comme nous. Qui baignons dans la pluie depuis tellement longtemps qu'on sait même plus quand ça a commencé. C'est un peu le déluge. Mais c'est vrai que ça faisait du bien de changer d'air un peu. Et c'est toujours inspirant d'aller ailleurs, de voir comment ça fonctionne, comment les choses sont organisées, comment les gens vivent. Enfin, oui, ça fait toujours du bien. Donc, je suis contente. Voilà, c'était vraiment très... Oui, c'était culturel et divertissant et relaxant aussi. Donc, ça fait du bien. Magnifique. C'est ça, les vacances. Oui, c'est ça. Et toi, alors, ton expo, alors, ça se passe moi, j'expose actuellement à Plozévet, donc pendant tout le mois de mai. Donc, j'ai accroché le 2, je vais décrocher le 30, et le 31, j'accroche à nouveau. Et c'est où ton expo, alors Alors là, c'est à Plozévet, donc c'est à l'office de tourisme de Plozévet qui ont une salle d'exposition. Ah, super. Et bon, l'expo, elle est ouverte pendant les heures d'ouverture de l'office de tourisme. Et je ne fais pas de permanence. Mais ce qui est très bien, parce que ça me laisse le temps de faire autre chose, de travailler. Parce qu'en fait, je suis en train de travailler actuellement sur des nouvelles peintures que je compte exposer donc à ma prochaine expo, qui commence le 31 mai, qui se termine le 3 juin, et c'est au salon
de Cap Caval à Pinmar. On est une 35-40 artistes qui exposent. Et il y a des sculpteurs, des photographes, des peintres, voilà, il y a un peu de tout. Très varié, ouais. C'est très varié, c'est une belle salle. Elle était venue l'année dernière, voilà, donc je me réjouis de renouveler l'expérience. Donc voilà, et voilà, donc j'ai passé cette dernière semaine vraiment à travailler. En ce moment, je suis en mode travail, je bosse entre 5 et 8 heures par jour dans l'atelier, donc c'est beaucoup de boulot, mais j'aime ça, voilà, puis je suis tranquille. Je voulais, en toute dernière chose, donner des nouvelles de Aline. Mais oui. On m'a demandé de donner des nouvelles, donc je donne des nouvelles. Pour rappeler à celles et ceux qui n'auraient pas entendu l'épisode présent, tu peux redire qui c'est Aline? Oui, donc Aline est une blérelle, une blérotine, que j'ai recueillie avec mon compagnon. Elle était mourante sur un sentier de randonnée pas loin de Douarnenez. On l'a emmenée chez un vétérinaire qui a pu la soigner. Et ensuite, elle a été transférée dans une association qui s'appelle PIAF, Protection et Intervention pour les animaux de la faune sauvage, qui se trouve à Languédic dans le Morbihan. Et il s'avère que cette association est la seule association dans toute la Bretagne qui fait ça. Qui réintroduit les animaux dans leur habitat naturel. Ouais. Et ils reçoivent donc des animaux sauvages qui viennent de partout en Bretagne, du Morbihan, Côte d'Armor, Finistère, voilà. Et quand j'ai appris ça, j'étais un peu dégoûtée. Je me suis dit, c'est quand même bizarre, parce qu'on a quand même une faune sauvage assez importante ici. En plus, ils recueillent aussi des phoques. Enfin, c'est pas que des animaux terrestres, mais aussi des animaux marins. Et c'est la seule association qui fait ça. Donc, moi, j'encourage tout le monde à soutenir cette association. Hein. Je vous invite à aller voir leur site et voir ce qu'ils font. Ils font du très beau travail. Ils ont été très sympas. Ils m'ont donné des nouvelles plusieurs fois. Ils m'ont envoyé une photo de Aline, voilà, avec les yeux ouverts, parce que moi, je l'avais connue qu'avec les yeux fermés, là, les yeux ouverts. Apparemment, elle a pris énormément de poids. C'est bien. Elle grandit vite. Ouais, super. Et je crois que là, elle est passée dans l'enclos extérieur, parce que pendant un moment, comme elle était blessée, elle était sous médicaments, et elle était restée à l'intérieur. Ouais. Mais maintenant, je pense avec les beaux jours, ils ont dû là aussi la mettre dehors. Donc, elle redécouvre sa vie normale. Les beaux jours, quels beaux jours. Oui, on a eu des beaux jours. Pendant que tu n'étais pas là, il a fait beau. Voilà, donc ça c'est les nouvelles pour Aline. Super, bah écoute, c'est ce qu'il faudrait qu'on fasse. Il faudrait qu'on fasse une vente d'œuvres au profit de cette association, par exemple, un jour. Ça pourrait être une bonne idée. Oui, on pourrait, ouais. Ben, moi, je vais déjà faire une donation parce que maintenant que j'ai eu l'occasion d'échanger avec eux, je trouve qu'ils sont vraiment très sérieux, ils font ça bien. Et ils ont vraiment besoin de soutien parce que c'est, comme je disais, c'est la seule association dans toute la Bretagne qui fait ça. Ouais. Donc voilà, mais oui, c'est une très bonne idée, pourquoi pas. Bah on va y réfléchir. On va y réfléchir. Je leur en parlerai. Voilà. Et voilà, cet épisode se termine. Oui. On se retrouve dans 2 semaines. C'est ça. On va encore faire 2 épisodes avant la période estivale. Ouais, où on prendra des vacances. Voilà, on fera une longue pause. Oui. Mais on a encore des choses à dire pour les prochains épisodes. Voilà. Donc, à la prochaine. Oui, à la prochaine, Sabina. Merci. Merci à toi. Et merci à vous qui nous écoutez. Et à bientôt. À bientôt.